C'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, et pour moi elle est essentielle. Elle a laissé une empreinte que l'on ne pourra jamais effacer, et c'est dans ce sens qu'il ne faut pas l'oublier, même s'il a été particulièrement cruel, horrible. Nous étions le 9 novembre 1942. La veille, le 8 novembre 1942, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord et on avait à la radio de Londres écouté cette nouvelle qui nous avait réconfortés et on pensait que déjà c'était le commencement de la fin. Et je travaillais à l'époque au dépôt SNCF avec un camarade qui s'appelait Marcel Lerbray et nous revenions en bicyclette, c'était le moyen de locomotion, et en passant devant la gare de Saint-Brieuc, on rencontre un groupe d'une trentaine de jeunes qui partaient travailler en Allemagne, probablement au titre de la relève. Nous sommes arrêtés et nous leur avons expliqué que le débarquement ayant eu lieu la veille, c'était pas opportun d'aller travailler en Allemagne pour les forces de guerre, etc. Et on leur a dit, il faut pas y aller. Est-ce qu'on a été entendu? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'arrivant dans ce boulevard Clémenceau, à la hauteur de la côte Vendelle, nous avons été interceptés par une voiture, une traction avant, les mêmes tractions qu'utilisaient les gangsters à l'époque, et duquel descendent deux types de la Gestapo, imperméable noir, chapeau noir et revolver au poing. Ils nous bloquent contre le trottoir et nous forcent à nous arrêter. Donc, et à ce moment-là, ils nous conduisent en face, l'autre côté de la rue où il y avait le bureau d'embauche pour les travailleurs qui partaient en Allemagne, et nous font déposer nos bicyclettes. Et de là, ils nous conduisent dans une cellule de la caserne Scharner qui était occupée par les Allemands à cette époque-là. Les deux de la Gestapo nous ont amenés à la caserne Scharner. Ils nous ont fait inscrire au greffe à l'entrée où il y avait les gardiens. Et j'ai donc été mis dans une cellule où il y avait déjà deux Nord-Africains. Mon camarade Marcel Lerbray a été mis dans une autre cellule et nous sommes restés 3 jours, nous sommes jusqu'au 11 novembre, dans ces cellules où nous avons été libérés, on ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, on nous a dit vous êtes libres, vous partez. On a été récupérer nos bicyclettes et on est reparti. J'aurais dû penser personnellement qu'il fallait s'en aller. On s'en allait dans un maquis, mais à l'époque les maquis n'étaient pas constitués. S'en aller dans une ferme, on s'est dit ils n'ont rien d'absolu contre nous. On va reprendre nos activités au dépôt de Saint-Brieuc. Le travail, le sabotage, la distribution de tract, on a continué à faire ce qu'on faisait avant. Mais jusqu'au 4 décembre 1942, où j'ai été à nouveau arrêté chez mes parents, rue Poilpot, et j'ai été ramené dans la même cellule, le même jour, ici, à la caserne Scharner. Le 12 décembre au soir, 2 feldgendarmes sont venus nous chercher. Nous étions 3 Français, un Juif, Blum, un ambulant des postes, Flouriot, et moi. Des 3, je suis le seul qui soit revenu des camps de concentration. Nous avons été emmenés à la gare de Saint-Brieuc, menottés, pour prendre le train. Sur le quai de la gare, j'ai eu le plaisir et le déplaisir de trouver mon père. J'avais les chaînes aux mains, encadré par 2 feldgendarmes. Et mon père, qui était cheminot, était de service et a vu son fils embarquer pour Compiègne. De Compiègne, où je suis resté jusqu'au 23 janvier 1943. Le 23 janvier 1943, j'ai fait partie d'un convoi de 1600
Wagons à bestiaux, 100, 120 par wagon. Je vous passe des détails sur le voyage qui était terrible. Et nous sommes arrivés au petit matin à Oranienburg. Nous ne savions pas où nous allions, mais nous sommes retrouvés au camp de Sachsenhausen. C'est là qu'on a vu les premiers bagnards, je dirais, en uniforme rayé. On pensait que ce n'était pas pour nous, et puis on est rentré dans une baraque et on est ressorti de l'autre côté, habillé en rayé, rasé, tondu, dépouillé de tout, et on s'est retrouvé dans la cour sur la place d'appel du camp de Sachsenhausen. C'est là qu'a commencé un calvaire qui a duré 2 ans et 4 mois. J'ai participé à ce voyage parce que je considère que de tels actes, de tels événements ne doivent pas être oubliés. Ils font partie du devoir de mémoire et doivent être montrés et expliqués aux générations qui ne l'ont pas connu. Il est nécessaire d'évoquer cette période de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il est utile d'évoquer une période tragique et noire de l'histoire de l'humanité. Tout d'abord par respect envers les victimes de ces actes qui ne doivent pas tomber dans l'oubli, mais aussi pour faire prendre conscience aux nouvelles générations de la gravité et de l'horreur que des hommes peuvent produire sur d'autres hommes, afin de faire en sorte que de tels agissements ne se reproduisent pas un jour. Les massacres, les crimes au cours de l'histoire de l'humanité n'ont pas manqué. Il n'y a jamais eu un ensemble de caractéristiques de ce genre liées aussi à la modernité, puisque les dirigeants nazis qui ont organisé ici, sur ce territoire proche, ce camp d'Auschwitz, l'ont fait avec tous les moyens les plus modernes de l'époque. Et c'était un grand peuple des plus avancés technologiquement, comme vous le savez. C'est ici que j'ai été arrêté le 24 mars 1944, à la suite de l'arrestation de 4 FTP du Front National qui étaient dirigés à l'époque par Jean de Vienne, qui était responsable départemental. Ces 4 personnes, ces 4 FTP, faisaient partie de mon groupe. Ils ont été arrêtés sur le pont de Toupin vers 8 h du soir, alors qu'ils allaient en opération pour saboter les pylônes électriques qui alimentaient l'usine Chafoto, Chafoto et Maury, qui se situait à l'époque au Légué et qui travaillait naturellement pour l'armée allemande. Ils ont été pris dans une véritable embuscade, ils ont essayé de se défendre, ils n'ont pas pu. Et il y a eu le chef de groupe qui s'appelait Max Lagadec qui a été grièvement blessé au cours de... Il a tenté l'évasion et il a été grièvement blessé et les 3 autres ont été arrêtés. Parmi ces 3 autres ont été conduits à la Feldgendarmerie, qui se trouvait rue Débouché, qui s'appelle maintenant rue Pierre Le Gorec, qui était un résistant également, qui a été tué plus tard. Et à la suite des interrogatoires musclés de la Feldgendarmerie, un des FTP du groupe a parlé et a donné mon nom. Il était 22 h, 22 h 30, enfin, je ne me souviens plus exactement de l'heure parce que c'était l'heure allemande, où j'ai donc été arrêté ici à la prison de Saint-Brieuc. Mon père était surveillant-chef de la maison d'arrêt, prison allemande, et il était logé, il avait un logement de fonction dans l'aile gauche de la prison. De l'autre côté, il y avait donc la prison allemande qui était administrée par la commandanture, et par l'armée allemande et par la Gestapo. À la suite de l'interrogatoire de la Feldgendarmerie dans le poste allemand de la prison allemande, j'ai été transféré ensuite dans une cellule et mis au secret, les 3 autres également. Et par la suite, le chef de la gendarmerie, le lieutenant de gendarmerie allemande, m'a dit que mon dossier serait transmis au service du SD, au Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le SD, la police des renseignements des SS, de la Gestapo. Et donc j'ai été mis au secret, en cellule, et je n'ai été interrogé que 30 jours plus tard, le 23 avril 1944, boulevard Lamartine, au siège de la Gestapo à Saint-Brieuc. Alors j'ai donc été transféré là le 23 avril au matin,
avec plusieurs détenus. Mais à l'époque, la Gestapo était un peu débordée puisque l'état-major de la résistance du côté de Callac avait été décimé et les interrogatoires se faisaient vraiment à la chaîne. Heureusement peut-être pour moi, puisque ça m'a évité de connaître le supplice de la baignoire. J'ai donc connu d'autres supplices, hein, c'est le supplice on était frappé à coups de nerf de bœuf sur les fesses, avec un bâton entre les jambes, menotté naturellement, et les questions pleuvaient. Naturellement, mon intérêt à moi était de nier mon appartenance à la résistance, car nous avions, malgré l'arrestation d'un de mes collègues, si on peut dire, qui avait parlé sous les coups, on avait réussi à se forger un alibi, et cet alibi-là, il a fallu le tenir le plus longtemps possible. Ça a duré 2 jours, j'ai été ramené le 23 avril, je suis arrivé à 7h30 ici, je suis reparti d'ici à 12h30, complètement noir de coups, des dos aux fesses, et heureusement j'ai été remis en cellule en commun, avec des anciens lycéens, les anciens lycéens qui avaient été arrêtés le 10 décembre 1943. Une partie des lycéens qui avaient été arrêtés le 10 décembre 1943 et d'autres résistants. Et ils m'ont réconforté. Malheureusement, le lendemain, je suis retourné presque sur une civière à l'interrogatoire et les séances ont recommencé. Comme tous les détenus qui passaient là, hein, c'était toujours les tortures. On était suspendus, on était attachés main derrière le dos et suspendu à des clous qui existent peut-être toujours entre 2 portes, entre 2 interrogatoires. Et on redescendait à la cave, on nous remontait au premier étage pour être interrogé. Alors celui qui m'a interrogé, c'était un spécialiste des réseaux d'évasion d'aviateurs anglais et américains qui tombaient sur le sol français. Il avait déjà procédé à de nombreuses arrestations dans les Côtes d'Armor. Il parlait le français impeccablement. Il détestait d'ailleurs la France. Et il m'avait dit, mon pauvre vieux, qui me dit, je travaillais en 1939 à l'arsenal de Brest déjà pour le compte de l'armée allemande. Alors vous voyez que c'était donc des spécialistes de la chasse aux résistants, aux juifs et à tous ceux qui leur résistaient naturellement. Et le 18 mai, on a été transférés, ils avaient encerclé tout le quartier Sainte-Thérèse, tout le quartier de la maison d'arrêt. On a été transférés au camp Marguerite à Rennes pour le jugement. C'est ce que nous avait dit le surveillant-chef allemand de la prison. C'était pour le jugement. Je suis donc arrivé à Rennes au camp Marguerite, on était 140 à peu près. Et là, on n'avait pas beaucoup de nourriture, mais disons qu'on était au secret bien sûr, mais enfin on était relativement bien. Hein. Et le 21 juin, j'ai comparu devant une commission, un tribunal soi-disant SS, qui nous a condamnés à mort. Enfin, on était plusieurs, on était condamnés à 8, je crois. Et sur les 8, je crois qu'il y en a eu 5 qui ont été fusillés à Rennes le 22 juin. Nous, on a eu la chance d'être graciés et d'être déportés, enfin la chance, si c'est une chance, parce que je suis le seul revenu, d'être déportés en Allemagne. De là, nous sommes partis dans la nuit du 22 au 23 juin à la prison militaire d'Orléans, où là aussi il y a eu des attentats et des otages qui ont été capturés. Il y a eu également des fusillades. On est encore passé à travers. Et le 30 juin, je suis parti au camp de Compiègne, qui était le grand camp de triage de tous les résistants patriotes qui étaient arrêtés en France. Nous sommes restés là jusqu'au 14 juillet. Le 14 juillet, on a été embarqués dans un convoi, dans les wagons à bestiaux forcément, à 80 par wagon. C'était donc le 14 juillet au soir qu'on a embarqué et on est arrivé au camp de Neuengamme le 18 juillet. On a eu des fous dans le wagon. On n'a pas eu de mort, nous, dans le wagon, mais enfin on a eu des fous, des gens qui sont devenus fous. Et c'était l'arrivée au camp de Neuengamme, le camp de Neuengamme qui se situe au sud-est d'Hambourg, qui était très très bien organisé puisqu'il y avait une gare, il y avait un port dans le camp, enfin une petite gare et un port. Et on a été débarqués donc ce 18 juillet dans l'après-midi.
C'est là qu'on a vu les SS et leurs chiens, qu'on a vu des gens habillés en rayés, qu'on s'est étonné bien sûr de cette arrivée, parce que vous savez que les SS ne connaissent que les hurlements, sauf une, par 5, toujours par 5, et les morts étaient mis de côté. Alors il y avait le commando qu'on voyait, ce fameux commando qui était habillé en rayé, donc ces gens qui, eux, débarrassaient les morts, et les mettaient sur des chariots à 4 roues, là, je me rappelle de ça, bien comme il faut. Et à coup de schlag et les chiens qui nous poussaient, on a été transportés, enfin, au pas cadencé, au camp, dans le camp lui-même, puisque la gare était un petit peu à l'extérieur du camp, tout en étant dans le camp, si vous voulez, mais elle était à l'extérieur du bâtiment. Et alors là, on a compris où on arrivait, c'était l'enfer. J'ai participé à ce voyage pour le devoir de mémoire, mais je crois aussi que j'ai accepté pour me faire une idée de cette période. Ce n'était pas un pèlerinage, c'était pour mieux comprendre, par curiosité. Pour moi, il est non seulement utile, mais indispensable d'évoquer cette période de l'histoire. En effet, je trouve inadmissible que certaines personnes ne sachent pas où se trouve Auschwitz et ce que ce mot représente. Et c'est justement parce que ce n'est pas qu'un détail de l'histoire que nous devons nous rendre dans ces camps pour y voir l'atrocité qui a régné durant cette guerre. Et c'est en voyant ces camps qu'à notre tour nous pourrons dire plus jamais ça. Alors, chaque déporté devait subir à Auschwitz une sélection. Les personnes considérées comme aptes au travail étaient envoyées vers les camps. Les autres, inaptes au travail, étaient envoyées vers les chambres à gaz. Alors, selon les dépositions, les témoignages de Rudolf Höss, le premier commandant, ont envoyé vers les chambres à gaz 75 à 80% des déportés. Seulement 20-25% étaient envoyés vers les camps. Ce sont les témoignages de Höss. En réalité, seulement 5, parfois 10% étaient envoyés vers les camps. Alors, imaginez un convoi de 1000 personnes, seulement 60, 50 étaient envoyés vers le camp pour travailler. La présence de ces 5 anciens résistants m'a permis de mieux situer le contexte. Je les ai admirés pour leur courage. Oser revenir dans ce lieu après tout ce qu'ils ont vécu. Ils étaient indispensables pour pouvoir cerner ce sujet, cette ambiance. Leur vécu, leurs témoignages émouvants nous ont permis de ressentir un peu ce qu'ils ont pu ressentir, eux, il y a 50 ans. Alors on devait savoir son matricule pour le réciter immédiatement à tout SS. Pour se présenter, on se présentait au garde à vous. On avait une espèce de bonnet que vous avez vu sur. On apprenait ça dans le dressage pendant la quarantaine. Moi, il fallait claquer. Lorsque j'ai visité le camp, d'abord je suis resté froid devant tant d'horreurs. Cette quantité incalculable d'atrocités me paraissait démesurée, incommensurable, trop grande pour l'évaluer. Ensuite, ces chiffres ont disparu de ma tête pour laisser place à un sentiment plus global. Je ne voyais alors plus que ces milliers de morts, mais tout simplement la mort, comme si la mort se substituait à la vie. Les sentiments que j'ai ressentis en visitant ce camp, tout d'abord un sentiment de terreur mêlé d'indignation, mais aussi ensuite une forte émotion en songeant, en réalisant l'ampleur d'un tel génocide et son caractère collectif, mais surtout individuel. Et enfin, un sentiment de gêne et de honte, presque, face au poids des victimes sur la conscience de l'humanité, face à l'innocence anéantie par une barbarie qui pèse sur les épaules de tous. De tels actes sont très fortement susceptibles de se reproduire dans un avenir, malheureusement, et même dans une ampleur et un degré de barbarie plus important du fait des progrès, entre guillemets, techniques. In the ark existed the wall of death.
c'est pour ne pas oublier, pour se remettre en tête qu'aujourd'hui encore il subsiste un nombre non négligeable de fanatiques qui sont prêts à refaire les mêmes horreurs, qualifiées de détails de l'histoire. Ne pas oublier et savoir, apprendre à critiquer ces fous et leurs idéaux inhumains. L'épopée du Viking, c'est une épopée, c'est l'aventure. Une aventure qui a mal tourné. Quand nous sommes partis à 19, nous sommes rentrés qu'à 6. Et 2 autres qui ont été arrêtés par la suite. La raison de notre départ, c'est surtout le STO, une institution du mois de février 1943, qui nous obligeait ou de fuir ou de se cacher. Alors, la chance ou l'opportunité s'est trouvée qu'on avait un bateau à notre disposition, et ma foi, nous l'avons emprunté, ou plutôt pas rendu, faites ça comme vous voulez, vous volez. Et ce bateau appartenait à une collaboratrice, ce qui nous donnait moins de remords et de regret de le faire. Nous sommes donc tous partis avec 19. Nous sommes partis par une mer magnifique comme on a aujourd'hui. Et on n'avait pas fait une demi-heure de marche quand la tempête a commencé. Malheureusement, avec la tempête, on a été retardé. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que c'est une vedette allemande qui patrouillait, qui nous a arraisonnés et nous a fait prisonniers. Alors là, déjà a commencé la grande déception. On a acheté, il y avait des documents qui étaient pour emporter en Angleterre, on a acheté ça par-dessus bord, ainsi que, quoi, il y avait un revolver. Mais j'ai pas vu tout, parce qu'il y avait déjà la déception, puis il y avait des malades, enfin c'était pas agréable. Enfin, on s'est débarrassé de tout. Et on a été prisonniers à Guernesey, à Saint-Pierre. De là, on nous a amenés à Saint-Brieuc. Alors on nous a mis au fond d'un bateau, enchaînés 2 par 2, avec des menottes, et à fond de cale. C'est bien que nous étions en dessous de la ligne de flottaison, nous étions assis sur des balastres. Alors, quand le bateau est sorti du port, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai eu la peur, parce que je me suis dit, s'il y a quelque chose on est torpillé, ben, on est les premiers coulés. Alors, après Saint-Brieuc, on nous a emmenés à Fresnes. Alors, toujours enchaînés avec les menottes, et ils nous a emmenés à Fresnes, dans la division des otages. Là, on a passé 15 jours. Ben, 15 jours, on n'était quand même pas tellement bien non plus à notre aise, parce que s'il y avait des otages à prendre pour les fusiller au Mont-Valérien, ben, c'était là qu'on les prenait. Bon, ben, le départ s'est fait de le président de Fresnes au mois de juin, le jour d'un Saint-Jean. Alors, comme il y avait déjà des gens avec nous, on leur souhaitait leur fête sur la passerelle de la prison. Et là, alors, on nous a emmenés en Allemagne, en wagon cellulaire. Et on nous a emmenés dans un petit camp où c'était marqué Sonderlager SS. C'était pas un grand camp, on était 2000 peut-être. Mais ce qu'on a su, c'est qu'on était classé NN, c'est-à-dire nuit et brouillard, Achtung Nebel, nuit et brouillard. Alors ça voulait dire ne doit pas rentrer, impérativement ne doit pas rentrer. En visitant ce camp, j'ai pu réfléchir sur les conditions de vie de millions de personnes. En parcourant le camp de Birkenau, j'ai trouvé qu'il était plus froid, hostile, que celui d'Auschwitz. Voir tous ces bâtiments lugubres ne peuvent que nous attrister, nous toucher profondément. C'est aussi de la compassion que j'ai éprouvée pour toutes ces personnes. Et sachant que certaines personnes ont conservé et entretiennent encore ces idées nazistes et fascistes, il est fort probable que malheureusement elles souhaitent renouveler ceci, ou peut-être pire encore. Comment les éviter? Ceci est un défi très dur, car on ne réussira jamais à ôter ce genre d'idées et à contrôler ce genre de personnes.
ces chambres à gaz détaillent de la Seconde Guerre mondiale, quand on pense aux gosses, à ces enfants qui arrivaient là, sur la rampe. C'est affreux, quoi. C'est abominable. Non, ce sont des gens qui sont prêts finalement à recommencer, qui souhaitent un système comme ça. C'est ici, sur le trottoir, face à Le Braz, que je me suis engagé dans la résistance. Un copain de ma promotion, Joseph Chevet, de l'UDEAC, un soir, après la sortie des classes, me dit « Maurice, j'ai une question à te poser. Je sais que tu ne parleras pas, quelle que soit ta réponse, tu es libre. » Et il me dit « Voilà, ici, il y a un groupe de résistance. Parmi les lycéens, est-ce que tu veux en faire partie ?» Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui sans me prendre conscience, sans avoir réfléchi au danger, sans avoir même pensé à ce qu'on allait me demander de faire. J'ai dit oui parce que j'étais prêt à rentrer, à rentrer dans la résistance. Et ça a été un bouleversement pour moi d'ailleurs d'apprendre qu'au lycée même, parmi mes copains, il y avait des gens qui étaient donc déjà dans la résistance et qui s'étaient déjà manifestés. Et alors je me suis dit, mais les Vives de Gaulle, les inscriptions qu'on voit sur les murs, c'est peut-être les copains. Des copains de ma classe, des copains de mon lycée. Et alors il m'a dit, tu travailleras avec Yves Arnois. Yves Arnois, c'est un copain de Saint-Caradec, mais qui était de ma promotion, donc au lycée Le Braz. Et tu connaîtras dans la résistance seulement Yves Arnois et moi. Et en fait, je n'ai connu dans la résistance que lui et Yves Arnois avec qui j'ai travaillé. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons distribué des tracts. Chevet remettait des tracts à Yves Arnois, nous nous donnions rendez-vous le soir et nous faisions la ville, quartier par quartier. On faisait les boîtes aux lettres, on glissait les tracts sous les portes, on en laissait tomber dans les rues, on barbouillait les murs, on mettait des Vives de Gaulle, des Abat Pétain, des Vive la Résistance, faites confiance à la Résistance, aidez la Résistance, etc. On déviait les panneaux qui étaient faits pour les Allemands et qui leur indiquaient les différentes directions. On faisait ce travail-là le soir, avant le couvre-feu qui était à 11 h. Tout s'est bien passé au cours de l'hiver. Plusieurs fois, on a eu peur. Mais un jour, fin mai 1943, alors que le jour, bien sûr, s'allongeait et qu'on prenait depuis déjà un certain temps des risques parce que on commençait à faire ce travail avant la tombée de la nuit et il fallait quand même le faire juste avant le couvre-feu. Nous avons été surpris à l'endroit tout près du café actuel de la Poste. Et nous fûmes donc incarcérés à la prison de Guingamp. Nous passâmes 15 jours à la prison de Guingamp et nous fûmes ramenés à la prison de Saint-Brieuc et où nous passâmes à nouveau 15 jours et ensuite nous fûmes conduits, toujours avec les menottes et entre deux gendarmes français, nous fûmes conduits à la prison Saint-Hélier à Rennes. Une infecte prison où nous fûmes séparés, Yves Arnois et moi, chacun dans notre cellule avec beaucoup de droits communs. Et nous reçûmes la visite de notre avocat qui nous expliqua que nous allions être jugés par un tribunal spécial de cour d'appel français, tribunal donc composé de juges français et tribunal qui était institué par le gouvernement de Vichy pour juger des cas semblables aux nôtres. Et nous fûmes conduits tous les deux le 15 juillet 1943 au palais de justice qui a brûlé il y a quelques années
à Rennes, où nous fûmes condamnés à 1 an de prison. Et nous quittâmes la prison de Rennes pour la prison de Redon, où nous passâmes 7 mois. Hyvarnois perdit sa mère et il ne put pas assister aux obsèques de sa mère. C'est dire que la prison de Redon, bien qu'étant une petite prison plutôt sympathique pour une prison, était quand même une prison. Et nous fûmes ensuite conduits à Rennes, toujours emmenottés entre 2 gendarmes, et où nous retrouvâmes à Rennes tout un groupe de résistants qui venaient de différentes prisons de l'Ouest. Il y avait 23 résistants, il y avait 27 gendarmes, et nous fûmes conduits à la prison de Blois. Et là, nous comprîmes qu'il allait se passer quelque chose. Nous passâmes 3 semaines, à la prison de Blois, et un matin, très tôt, les Allemands envahirent l'établissement. Les Français nous avaient livrés à la police allemande. Et plutôt que de permettre aux Allemands, d'obliger les Allemands à aller chercher les résistants ici ou là, dans différentes prisons, on avait regroupé tout le monde à la prison de Blois. Nous étions, je crois, 80 résistants dont les Allemands se saisirent à la prison. Alors on n'a plus de menottes, mais les fusils, les mitraillettes, et le départ, ce fut le départ pour Compiègne. Départ pour Compiègne, où nous passâmes 15 jours, et un jour, ce fut l'appel. Nous pensions que nous allions être emmenés en Allemagne, mais nous pensions être emmenés en Allemagne pour travailler en Allemagne, pour travailler dans les usines. Les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre. Mais nous ne savions absolument pas ce qu'allait être notre vie. Nous n'imaginions pas l'existence de camps de concentration. Nous étions avec beaucoup d'autres résistants, dont certains avaient fait des actes, disons, héroïques. Nous n'étions que des petits résistants. Mais personne n'imaginait ce qui allait suivre. Ce sont 2 copains qui m'ont sorti du camp, qui m'ont sorti du wagon. Et nous étions arrivés à Auschwitz. Et c'est là que nous avons appris l'existence, bien sûr, des crématoires que nous apercevions très bien de l'endroit où nous étions, ils étaient tout proches de nous. Et nous avons appris qu'aussi, que collés à ces crématoires, il y avait les chambres à gaz. Et alors là, ça a été pour nous une effrayante révélation. Nous avons eu vraiment ce qu'on peut appeler la peur au ventre pendant les 15 jours que nous avons passés à Auschwitz. Nous avons sans cesse pensé que nous pouvions à tout moment être conduits dans ces chambres à gaz. Et notre convoi a quitté Auschwitz. Un miracle, nous sommes le seul convoi, il est vrai, de non-juifs à avoir quitté Auschwitz. Nous avions quand même perdu là un copain de Saint-Brieuc, un copain de la rue de Quintin, Ernest Le Guen, qui est resté là à la porte de son bloc, dans la boue, en attendant que la charrette des morts le prenne pour l'envoyer au crématoire. Et on nous a conduits au camp de concentration de Buchenwald. J'ai passé exactement 11 mois en camp de concentration. 11 mois en prison et 11 mois en camp de concentration. J'ai été libéré le 11 avril 1945 et je suis rentré chez moi le 10 mai 1945. Le 11 avril 1945, la guerre n'était pas terminée, c'est terminé le 8 mai. J'ai eu la chance incroyable d'échapper au convoi que les Allemands formaient, convoi qui partait sur les routes et qu'on appelait, et donc c'est ce qu'on a appelé les marches de la mort. J'ai eu cette chance incroyable d'échapper à tout cela et d'être libéré, affaibli, amaigri considérablement, mais encore vivant et sans aucun organe essentiel d'atteint. En fait, je trouvais que j'avais encore une certaine résistance pendant plusieurs jours. J'ai pu être à l'intérieur du camp extrêmement actif et j'ai
participé aux travaux qu'on m'a demandé de faire à ce moment-là, à la libération du camp. Et j'ai mis 8 jours pour revenir d'Allemagne à Paris. Et après quelques heures seulement passées à l'hôtel Lutetia, j'ai pris le train à Montparnasse avec 2 copains des Côtes d'Armor pour la gare pour Saint-Brieuc, où je suis arrivé à 4 heures du matin, extrêmement fatigué. J'ai demandé à être conduit dans un café que je connaissais bien ici à Saint-Brieuc, où j'ai voulu me reposer, faire un peu de toilette, et où j'ai téléphoné à Saint-Michel. J'ai téléphoné à la cabine téléphonique en priant la responsable de la cabine de prévenir mes parents que j'allais arriver dans l'après-midi. J'ai pris le train dans l'après-midi pour Planquette. Mes parents m'attendaient. Ça a été extrêmement émouvant de retrouver mes parents, mon frère, ma sœur, ma marraine. Il y avait foule à Planquette à m'accueillir. La nouvelle s'était répandue et mes parents m'ont conduit en voiture à Saint-Michel, où il y avait une grande foule. Presque tout le village était là, mais aussi des gens de Plélan, des gens de Corcelles, des gens de Saint-Maudé, des gens de Saint-Méloire. On avait dressé une espèce de petit arc de triomphe avec du feuillage. On avait dressé une petite tribune. J'ai pris un peu la parole pour remercier les gens de Saint-Michel de m'accueillir comme ils m'accueillaient. J'étais extrêmement ému. Les gens, j'étais méconnaissable, extrêmement maigre. Je n'avais pratiquement pas de cheveux encore. Et les gens pensaient, certains du moins, me l'ont dit depuis, on pensait, Maurice, que tu n'allais jamais te rétablir. Tu étais tellement maigre, tellement esquinté. Et il y a eu quand même une fête ce soir-là à Saint-Michel. Il y en avait toujours une quand arrivait un prisonnier ou un déporté. J'étais le seul déporté de Saint-Michel. Et voilà. Et je me suis rétabli, ça n'a pas été sans mal, mais j'ai pu mener une vie quasi normale depuis. La présence et les témoignages des anciens déportés ont donné plus de poids à tout ce que j'ai vu. J'ai senti dans leurs témoignages encore beaucoup d'incompréhension face à ce qu'ils ont vécu, et c'est normal. Moi qui saute au plafond lorsque j'entends les propos du FN, eh bien je les plains. Ils doivent vraiment être dégoûtés et malheureux de la connerie de certains. C'est horrible pour eux de voir qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ou qui restent froides face à ça. Ils y ont vécu. Ce qu'ils m'ont apporté, c'est aussi tout ce qui n'est pas écrit dans un livre d'histoire, tout ce que personne ne peut exprimer. Les anciens déportés nous ont livré leur vie, une attitude, un visage. La première fois que je suis allé à Auschwitz, c'était en 1950, dans le cadre d'un pèlerinage organisé par l'Amicale des Anciens d'Auschwitz. Et la raison pour laquelle je tenais à y aller, c'était qu'après avoir vécu comme interné dans ce camp et d'avoir tellement souffert derrière ces barbelés, de voir le monde au-delà et le monde interdit, c'est que je voulais absolument profiter d'une occasion pour y marcher libre aux endroits qui m'avaient été interdits, et notamment de savoir ce qu'il y avait derrière le mur. C'était mon premier voyage, et il y avait une deuxième raison, c'est que, ayant perdu mes parents et mon frère assassinés à Auschwitz, j'éprouvais un sentiment de devoir, de piété, d'aller me recueillir sur les ruines des chambres à gaz. Ensuite, cette proposition qui m'a été faite, je passe sur d'autres voyages que j'ai faits, cette proposition qui m'a été faite, je l'ai acceptée volontiers après être resté plusieurs années sans retourner à Auschwitz, parce que j'ai appris à la fois le patronage très varié
des autorités et des organisations locales, le nombre d'établissements qui ont participé et l'écho médiatique qui a été donné et l'idée de la sensibilisation de la population avant et après m'a particulièrement frappé. Ça me paraît quelque chose dans ce moment extrêmement utile. Et enfin, je dois dire que la présence de cette jeunesse, une jeunesse, il faut le dire, peut-être un peu triée sur le volet par le concours qu'il y a eu ou les désignations, mais que cette jeunesse m'a vraiment comblé par l'intérêt qu'ils ont montré, le respect des lieux et les divers échanges que j'ai pu avoir avec les jeunes gens et jeunes filles. C'est extrêmement réconfortant pour des hommes de mon âge, d'anciens déportés, de constater que si longtemps après l'événement, alors qu'on pourrait croire que ces choses s'éloignent progressivement dans le passé, deviennent des pages de livres d'histoire, ces choses sont très présentes pour elles et que ces jeunes manifestent un intérêt citoyen, si je peux dire, qui me paraît tout à fait réconfortant. C'est même pour nous ce qu'il y a de plus important. Et la participation qui est celle de mes camarades et de moi dans ce voyage, notre participation est précisément celle d'un devoir que nous avons de nous associer avec eux à cette préparation de l'avenir, eux qui seront les citoyens de demain, pour que cette immense tragédie ne reste pas vaine.